Bonjour Olivier Faure. Bonjour, Oriane Mancini. Merci beaucoup d'être avec nous, député de Seine-et-Marne, premier secrétaire du Parti socialiste. Olivier Faure, Emmanuel Macron doit s'exprimer dans les prochaines heures, il doit s'adresser aux Français. Qu'est-ce que vous en attendez? La vérité. D'abord, la vérité et la transparence, parce que depuis le départ, ce qui nous coûte le plus, c'est d'avoir le sentiment de ne jamais avoir l'ensemble des informations, ne jamais savoir à quoi nous sommes destinés. Et c'est ce qui est finalement le plus difficile à supporter, je pense, par les Françaises et les Français. Chacun peut comprendre qu'il y a une pénurie de masques, de tests, de gel, mais encore faut-il l'admettre, le reconnaître et dire à quel moment on attend réellement le matériel, parce que ceux qui aujourd'hui sont les premiers de tranchée, ceux qui sont au front, eh bien, ils ont besoin d'avoir des assurances, ne serait-ce que parce que ça leur permet de gérer leur propre stock. Et pour vous, Emmanuel Macron, il cache la vérité aux Français? Le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis le départ, on a le sentiment que c'est la doctrine qui s'est en fait adaptée aux moyens dont on disposait et non pas l'inverse. Dans un système normal, il faudrait en réalité fixer une doctrine et ensuite, en fonction de cette doctrine, adapter les moyens. Là, c'est un peu l'inverse qui se produit semaine après semaine. Et donc, moi, je souhaite effectivement la transparence. Je souhaite que l'on prenne chaque Française et Français pour ce qu'il est, un adulte, et qu'on arrête d'infantiliser les uns et les autres, qu'on sache quelle est la durée approximative du confinement, quelles sont les règles et les critères qui permettront de déconfiner, quels sont les moments à partir desquels il faut s'attendre à ce que ça puisse se réaliser. Voilà des questions qui sont des questions à la fois très simples, en même temps qui permettraient à chacun de comprendre ce qu'il va vivre dans les prochaines semaines. 1400 décès annoncés hier, c'est le pire bilan quotidien depuis le début de cette crise. Est-ce que pour vous, il faut encore durcir le confinement? Je ne sais pas si c'est la question, c'est de durcir, hein, c'est de maintenir l'attention et de faire en sorte que chacun comprenne que nous ne sommes pas encore arrivés au pic épidémique et que nous avons donc besoin de continuer à rester chez nous et d'arrêter de considérer que parce qu'on parle déjà de déconfinement, ce serait déjà l'heure. L'évidence, hein, c'est que ce que vient de faire notamment la ville de Paris, ce que vient de faire le département de Seine-et-Marne, en demandant à chacune et à chacun de rester à la maison entre 10 heures et 19 heures, sauf impératif, mais ne plus faire son jogging, ne plus continuer à se promener comme c'est le cas trop fréquemment encore, c'est la condition pour arriver à vaincre le virus. Et donc, il faut se tenir à cette règle qui est une règle simple, mais qui est une règle qui sauve des vies. Vous parliez du déconfinement, l'exécutif n'aurait pas dû employer ce mot, il est arrivé trop tôt? Le mot est peut-être, enfin, je ne sais pas si le mot est arrivé trop tôt. Le fait est que quand on commence à en parler, il faut expliquer tout de suite quelles sont les conditions, quels sont les critères qu'on va retenir. Et aujourd'hui, ça n'est pas clair. Et il faut que là aussi, l'exécutif dise, écoutez, tant qu'on n'aura pas les masques, les tests, eh bien, nous ne pourrons pas déconfiner dans de bonnes conditions. Parce que le risque, ce n'est pas seulement de voir quelques épisodes épidémiques qui se prolongent. Non, c'est qu'il y ait même un rebond épidémique et que le pays qui n'a pas été immunisé, puisque nous avons tous été extraits de toute forme de mobilité. Donc, nous avons cessé de nous mettre en contact avec les autres et donc nous n'avons pas été en contact avec le virus pour l'immense majorité d'entre nous. Et donc, nous ne sommes pas immunisés. Et donc, le risque, c'est que si demain, on ressort, eh bien, c'est que ça reparte comme au mois de janvier et qu'on se retrouve dans une situation qui soit pire que celle que nous connaissons actuellement. Sur la manière dont doit se faire ce déconfinement, est-ce que vous demandez un débat au Parlement sur ce sujet? Oui, moi je souhaite que l'on ne mette à aucun moment et à aucun prix la démocratie en quarantaine. Il faut absolument être en situation de faire agir, enfin de faire décider le Parlement et enfin, d'avoir une décision qui soit une décision acceptée, partagée et qui soit une décision qui emmène l'ensemble du pays et qui ne soit pas la décision d'un seul. Trop souvent, dans cette crise sanitaire, on a le sentiment que l'unité qui devrait être au rendez-vous devrait se faire exclusivement en abdiquant toute forme de critique et en acceptant l'idée qu'un seul déciderait pour tous. Ça n'est pas comme ça qu'on construit l'unité. L'unité, ça se construit en cherchant semaine après semaine, jour après jour, à bâtir
les éléments qui permettent à chacun de partager une décision dans une situation que chacun connaît et qui est une situation critique. Et ça, vous pensez que ça ne se fait pas? L'exécutif n'écoute pas suffisamment le parlementaire que vous êtes, le chef de parti que vous êtes? Pour le moment, l'évidence, c'est qu'il n'y a pas eu de véritable dialogue démocratique. Ça s'est un peu amélioré il y a quelques jours avec la dernière rencontre avec le Premier ministre, où pour la première fois, on a eu le sentiment qu'il répondait en partie aux questions et qu'il donnait quelques éléments qu'il avait en fait, euh, il était en train d'arbitrer. Mais toutes les fois précédentes où nous nous sommes rencontrés, tout ça a été en réalité une mise en scène de la concertation, mais il n'y a eu absolument à aucun moment de volonté de la part du gouvernement de partager une quelconque décision et même de consulter sur des décisions à venir. Si bien qu'on avait le matin des discussions qui ne portaient pas sur les annonces du soir et nous avons chaque fois été informés, comme l'ensemble des Françaises et des Français, sur le confinement, sur les élections municipales, sur la façon dont on utiliserait ou pas les masques, tests, etc. Jamais ces questions-là n'ont été évoquées de manière euh, démocratique avec l'ensemble des formations politiques. Or, je pense que dans un moment de crise comme celui dans lequel nous sommes, eh bien, si on veut emmener l'ensemble du pays, il faut d'abord emmener l'ensemble de ses représentants. Depuis le départ, j'ai fait part de notre disponibilité, de notre volonté de servir et d'être utile et de ne pas chercher de polémiques inutiles dans un moment où l'angoisse a saisi les Français. Donc nous sommes disponibles, nous sommes prêts à jouer le jeu, à la condition évidemment que tout soit mis sur la table et qu'il y ait une parfaite transparence, ce qui n'est encore pas le cas. Vous parliez aussi du Parlement. Est-ce que le Parlement est à même d'exercer son rôle dans cette période et notamment sa mission de contrôle? C'est ce qui vous inquiétait au moment du vote de l'état d'urgence sanitaire? Pour l'instant, on ne peut pas dire que la séance des questions d'actualité hebdomadaire soit de nature à nous rassurer sur ce plan. En fait, nous posons beaucoup de questions auxquelles il est souvent répondu, comme malheureusement c'est un grand classique des questions d'actualité, dans lequel on ne répond pas directement et les pirouettes sont plus nombreuses que les réponses directes. Donc oui, je regrette que pour l'instant, ce ne soit pas encore suffisamment, enfin, ce n'est pas complètement établi et je le enfin, si je me réfère aux grands épisodes de crise dans notre pays ou dans des pays voisins et si on reprend l'analogie avec la guerre comme l'a fait le président de la République, eh bien, quand Clémenceau, pour la guerre de 14-18, doit rendre des comptes, il le fait quasi quotidiennement devant les commissions du Parlement. Quand Churchill, pendant la Seconde Guerre mondiale, est amené à répondre de ses actes, il le fait quotidiennement devant la Chambre des communes et donc il se rend devant les parlementaires pour leur rendre compte et pour pouvoir obtenir leur adhésion au fur et à mesure. Même mieux encore, pendant cette Deuxième Guerre mondiale, l'Angleterre a connu en fait une alternance au beau milieu de la guerre. Donc c'est dire que la réalité, c'est que la démocratie, ça n'est pas une intermittence, ça doit être une permanence et ça doit être un état d'esprit qui doit être partagé par toutes et tous. Ça ne peut pas être le pouvoir remis à l'un d'entre nous parce qu'il serait Jupiter ou parce qu'il serait même président de la République. C'est une question, c'est la façon dont comment est-ce qu'on fédère un pays, comment est-ce qu'on arrive à l'emmener sur des bases qui soient communes et qui puissent être respectées par chacun. Mais qu'est-ce que vous demandez qu'au-delà des questions d'actualité, Édouard Philippe vienne s'exprimer régulièrement devant les parlementaires? Mais je souhaite que tout soit mis sur la table. Je souhaite qu'on sache quelles sont les réflexions et quelles sont y compris ce qui amène le gouvernement à réfléchir de telle ou telle manière et qu'on n'ait pas le sentiment permanent d'être en réalité avec un bout de la réponse, mais comment expliquer ces volte-face permanentes qui désarçonnent le plus bienveillant d'entre nous? Comment est-ce qu'on peut comprendre au fur et à mesure, on ait des décisions qui soient contradictoires sur les masques, sur les tests, sur tous les sujets, sur le géotracking, il n'y a pas un sujet qui échappe malheureusement à ce sentiment d'aller-retour sans qu'on en comprenne le sens et quelle est la stratégie posée. Or, l'intérêt de discuter, de dialoguer de manière démocratique, c'est de poser sur la table l'ensemble des éléments, de se dire, voilà, il y a des dilemmes, forcément, c'est pas si simple, et moi je ne cherche pas à accuser le gouvernement et à dire qu'il serait si simple de gouverner
un pays en période de crise, mais au moins qu'on comprenne quels sont les éléments qui justifient telle ou telle décision et qu'ensemble, on fasse le choix de dire, ben oui, il y a un dilemme, et donc voilà comment on le tranche, les arbitrages à rendre, voilà comment on les rend. Et ça, c'est une façon pour moi de construire une unité qui n'est pas une unité de façade, une unité factice. Or, aujourd'hui, malheureusement, on est dans une unité qui est une unité très largement factice et qui est surtout liée à la bonne volonté des oppositions qui ne veulent pas affaiblir davantage le gouvernement à un moment où la parole de l'État est déjà tellement décrédibilisée qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là au péril de circonstances qui pourraient s'aggraver encore. Or, vous l'avez dit il y a quelques instants, nous venons de connaître le bilan le plus lourd en termes de décès. Eh bien, il faut que dans ces moments-là, nous soyons responsables pour 2, pour 3, pour 10. Justement, vous parliez de ce traçage numérique, Olivier Véran, on dit un petit peu plus ce matin, ils réfléchissent à une application pour smartphone, un traçage numérique basé sur le volontariat. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Moi, je veux des garanties. Philosophiquement, je suis hostile à toute idée de traçage, de traquage, de flicage de l'ensemble des Françaises et des Français. Nous sommes dans un pays démocratique, un pays de libertés individuelles où on garantit, y compris la protection des données personnelles. Et c'est une chance de vivre dans un pays où, justement, même celui qui détient le pouvoir n'a pas la possibilité de savoir ce que sont vos faits et gestes. Bon, ça c'est le principe. Ensuite, il y a l'éventualité d'une application qui permettrait aux uns et aux autres de vaincre plus vite le virus et de faire en sorte que nous soyons informés des contacts que nous avons eus avec des gens qui sont ensuite diagnostiqués Covid-19. Mais ça suppose un certain nombre de conditions. D'abord, cette application n'est pas miraculeuse. Ça suppose qu'il y ait des masques et des tests qui soient là en quantité qu'il y en ait pour tout le monde en réalité. Il faut qu'on puisse tester massivement. Autrement, cette application ne sert strictement à rien. Il faut ensuite éviter qu'il y ait un trop fort décalage lié à la fracture numérique. Et puis, il faut, et c'est pour moi la condition essentielle, qu'il y ait des garanties absolues, je dis bien absolues, qu'il n'y ait à aucun moment la tentation et la possibilité de contrevenir à l'anonymat, à la capacité de ne pas tracer les gens, de ne pas les localiser et d'être sur une application qui aurait uniquement des effets vertueux, mais qui n'aurait aucune capacité à être dans une forme de, de, de traçage, de flicage de chacun d'entre nous. À ces conditions-là, mais seulement à ces conditions-là, effectivement, j'y suis prêt parce que je pense que nous avons besoin de mettre, y compris la technologie, au service des Françaises et des Français dans cette crise sanitaire. Olivier Faure, la France est entrée officiellement ce matin en récession, chute du PIB de 6%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prendre le taureau par les cornes. Effectivement, nous sommes très loin des prévisions qui avaient été celles du gouvernement au démarrage de cette crise. Et oui, nous allons subir un choc qui va être un choc violent. Et là encore, il faut dire la vérité aux Français. Parce que dire la vérité, c'est aussi derrière prendre les moyens qui seront à même de d'atténuer le choc que nous allons subir. Et dans ce choc, il faut que le chef de l'État soit à la hauteur de ce qu'il a annoncé. Ce qu'il a annoncé, c'est qu'il faudrait prendre les mesures qui s'imposent, quoi qu'il en coûte. Et ça suppose, premier exemple, et ce n'est pas le seul, mais premier exemple, que la réforme de l'assurance chômage, qui a simplement été suspendue jusqu'au mois de septembre, eh bien, elle soit définitivement abandonnée. Pourquoi? Parce que derrière la crise sanitaire, il y a une crise économique et donc une crise sociale qui se prépare. Et cette crise sociale, elle va être meurtrière pour de très nombreux Français. Je m'explique, pour être concret 2 secondes. Aujourd'hui, pour pouvoir, désormais, je devrais dire, depuis le mois de novembre, eh bien, il faut que nous puissions en fait avoir travaillé 6 mois pour pouvoir avoir droit aux allocations de chômage avec la crise du Covid-19, dans des métiers comme celui de l'hôtellerie-restauration, du tourisme, de l'événementiel, etc., plus personne n'atteindra ces 6 mois. Et donc, vous allez avoir en septembre des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui ne pourront pas accéder aux conditions minimales et donc qui ne pourront pas être indemnisés. L'évidence, c'est que ça va être une catastrophe. Et pour que cette catastrophe n'intervienne pas, il faut que chacun en prenne la mesure. Donc oui,
dire la vérité, dire que nous nous préparons à un choc qui va être un choc violent et qu'il faut que, par tous les moyens, nous puissions faire en sorte que nous ne connaissions pas une crise qui soit d'une brutalité telle qu'elle mette dans la rue des femmes et des hommes qui ne le méritent pas parce qu'ils n'ont rien demandé et qu'ils sont simplement les victimes collatérales d'un virus qui s'est imposé à nous. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et moi, je souhaite, y compris, que l'on imagine, pardon d'être un peu long, mais le sujet le mérite, il faut aussi imaginer ce que sera, alors je ne sais pas s'il faut parler de relance, mais en tout cas, comment est-ce qu'on transforme le pays au lendemain de cette crise sanitaire? Comment est-ce qu'on fait pour réinjecter d'abord de l'argent public et avoir une politique d'inspiration keynésienne qui permette de relancer l'économie et de faire en sorte que, eh bien, il y ait y compris des débouchés commerciaux pour les entreprises qui vont vouloir à nouveau produire, mais qui ont besoin de trouver des gens qui achètent. Donc, il faut de l'argent, il faut réinjecter de l'argent. Des moyens existent, je ne vais pas maintenant détailler, on le fera plus tard, mais il existe plusieurs moyens techniques pour le faire. Il faut que l'État s'engage à investir massivement et pour que d'une crise, d'un mal sorte un bien, l'idée la plus intéressante, ce serait de faire en sorte que l'investissement soit aussi dirigé vers des secteurs qui sont des secteurs d'avenir. Et je pense évidemment à la question climatique, à la question environnementale. Comment est-ce qu'on fait pour que les investissements dans l'économie servent aussi à éviter une autre crise qui vient et qu'on connaît d'ores et déjà, qui est la crise climatique. Justement, dernière question, rapidement, Olivier Faure, hein, on fête aujourd'hui les 2 ans de votre intronisation à la tête du Parti socialiste. C'était il y a Intronisation, je suis un démocrate et je ne pensais pas Aubervilliers. avoir touché une couronne. Oui. En tout cas, c'est les 2 ans du congrès d'Aubervilliers. De quelle manière concrètement le PS s'implique dans cette réflexion d'après-crise? Vous procédez à des séries d'auditions notamment. Oui, d'abord, depuis 2 ans, vous aurez peut-être remarqué que le travail a été un travail à bas bruit, mais c'était un travail en profondeur. Nous avons commencé par nous poser des questions sur, notre propre, échec, sur les raisons qui nous avaient conduits à ne pas avoir, à ne plus avoir la confiance des Françaises et des Français. Il y a 1 an déjà, nous avons fait notre inventaire et y compris sur les questions, qui sont aujourd'hui en suspens, celle de la santé, sur la façon dont on gère sur le plan sanitaire un pays, eh bien, nous avons déjà dit beaucoup de choses. Nous avons présenté un plan d'urgence sur l'hôpital. Nous avons cherché à comprendre d'abord ce qui n'avait pas fonctionné. Ça, c'était le premier point. Ensuite, nous avons cherché à recréer les conditions de l'unité de l'ensemble de la gauche, reconstituer un bloc social et écologique qui puisse être une alternative à la fois nationaliste et également aux libéraux d'Emmanuel Macron. Et maintenant, nous sommes évidemment en train de travailler à ce que sera l'après-coronavirus et en réalité ce que sera le projet que nous devrons porter pour les échéances futures, présidentielles, législatives. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour changer de modèle? Comment est-ce qu'on fait pour proposer aux Françaises et aux Français une autre façon de vivre ensemble? Comment est-ce qu'on fait pour que l'avenir que l'on propose à nos enfants ne soit pas celui du passage d'une crise à une autre? Je, quand je vois pour les plus jeunes de mes enfants, ce qu'ils vivent depuis qu'ils sont nés, c'est vraiment le passage d'une crise à l'autre. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour enfin se poser les questions que nous n'avons peut-être jamais osé nous poser? Comment est-ce qu'on fait pour se remettre en cause suffisamment profondément pour que ce qui a déjà été diagnostiqué, parce que la réalité, c'est que tout le monde sait d'où viennent ces crises, tout le monde sait pourquoi elles interviennent, mais nous ne savons pas arrêter en fait le TGV. Eh bien, il faut parfois se poser, s'arrêter, réfléchir avec à la fois le monde intellectuel, les syndicalistes, le monde patronal, le faire aussi avec les associations, les ONG, avec toutes celles et ceux qui ont continué à travailler et qui ont des propositions. Et la vocation des partis politiques n'est pas simplement d'inventer tout seul, c'est aussi de savoir écouter, entendre ce qu'ont à dire les Français, notamment ceux qui ont réfléchi, et ensuite soumettre ces propositions, les faire valider et puis ensuite les appliquer. C'est comme ça que je conçois la démocratie, une méthode qui n'est pas celle de la volonté d'emmener tout le monde derrière une seule incarnation, mais de créer du collectif, parce que c'est la seule façon, de mon point de vue, d'emmener un pays et de lui rendre confiance à un moment où la première conséquence de la crise du coronavirus, c'est d'abord la perte massive de confiance dans ce qu'on pourrait appeler communément les élites et plus largement l'appareil d'État, les gouvernants, etc., et les partis politiques. Et donc,
il faut restaurer ce lien et pour le restaurer, il faut tout mettre sur la table, être transparent et dire comment on fonctionne pour que chacun se sente inclus et ne plus laisser penser que les choses se font, dans le dos, derrière et les arrière-pensées dominent les pensées. Merci beaucoup. Merci Olivier Faure Merci à d'avoir vous et bon confinement.